maintenant d'autres applications de la diode classique. Une de ces applications majeures, c'est le redressement. Nous allons donc revoir un montage classique avec une maille simple et une diode. Cette fois-ci, par contre, la source de tension continue de tout à l'heure est remplacée cette fois-ci par un signal sinusoïdal d'amplitude A et de fréquence F. J'ai représenté ici le signal sinusoïdal. Ce que l'on a vu avec la diode, sa particularité, c'est qu'en fonction du sens du passage du courant, la diode va être passante ou bloquée. C'est ce que nous allons analyser ici. Dans un premier cas, nous allons faire l'étude avec une diode parfaite. Alors si je regarde ce qui se passe ici, sur l'alternance positive, le courant I circule dans ce sens. La diode est donc passante, c'est-à-dire que sur les alternances positives ici, j'ai donc une diode qui est passante. Je vais donc pouvoir faire un découpage de mon signal. Si je prends l'alternance négative, sur l'alternance négative, le courant va partir dans l'autre sens et cette fois-ci, la diode est bloquée. C'est-à-dire sur les alternances négatives de ma tension d'entrée, je vais avoir une diode qui va être bloquée. Si la diode est bloquée, à ce moment-là, il n'y a plus de courant à circuler dans la résistance. Et donc la tension au bord de la résistance sera nulle. Si la diode est passante et qu'elle est parfaite, je vais donc pouvoir la remplacer par un fil. J'aurai donc la tension aux bornes de la résistance qui sera égale à la tension aux bornes de mon générateur de tension. Je vais donc avoir, durant la diode passante, je vais donc avoir exactement le même signal au niveau de la résistance R. Par contre, lorsque la diode est bloquée, cette fois-ci, je n'ai plus du tout de courant à passer dans la résistance R. Je vais donc avoir une tension nulle au niveau de la résistance R. Et à l'alternance positive suivante, je vais de nouveau avoir, cette fois-ci, un dôme. J'ai fait un redressement mono-alternance, c'est-à-dire que ici, grâce à cette diode, je me suis débarrassé des alternances négatives. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va étudier le même circuit en utilisant une diode idéale, c'est-à-dire cette fois-ci avec une tension seuil qui est non nulle. On va voir que dans la logique, c'est exactement la même chose. Il y a par contre quelques précautions à prendre au niveau de l'analyse graphique du signal. Alors, nous allons étudier maintenant exactement le même circuit, sauf que pour notre diode ici, maintenant, je vais utiliser une diode qui est idéale. Si la diode est idéale, souvenez-vous, la tension seuil est strictement positive. Je vais prendre le cas d'une diode au silicium et une tension seuil qui est d'environ 0,7 volts. Au niveau de la logique, ça va être exactement la même chose, d'accord? C'est-à-dire que sur les alternances positives, la diode va être passante. Sur les alternances négatives, la diode va être bloquée. Mais ce qui va se passer, c'est que lors des alternances positives, la tension aux bornes de la diode, cette fois-ci, est de 0,7 volts. Je ne vais donc plus remplacer ma diode par un fil, mais par un générateur de tension de 0,7 volts. Ce qui va se passer, c'est cette fois-ci, je vais donc avoir la tension aux bornes de ma résistance, la tension aux bornes de la résistance, qui va être égale à la tension E de T, ABC de UD. Je vais donc l'écrire ici. Si j'applique ma loi des mailles, je vais avoir du coup E qui est égal à UR plus ici la tension US lorsque la diode est passante. Je vais donc avoir UR qui est égal ici, alors je corrige, ici c'est E de T. Je vais donc avoir ici E de T moins la tension seuil. Ça veut dire qu'en fait la tension UR c'est cette courbe ici, mais ABC de la tension seuil. D'accord? Bon, ce que je vais faire ici, c'est je vais représenter en pointillé le signal ici qui est E de T. Et la tension au bord de la résistance UR, c'est ce signal ABC de 0,7 volts. Donc ça veut dire en fait que j'ai une translation verticale de mon signal de 0,7 volts. J'ai donc mon signal qui se retrouve ici. Ensuite la diode est bloquée, ça ne change rien ici. J'ai mon signal qui va reprendre sur la tendance positive suivante. J'aurai donc ici une tension qui est égale à E de T, qui est égale, pardon, ici, l'amplitude maximale A, moins 0,7. Voilà. Donc il faut faire très attention à ça. Lorsque vous avez une diode qui est idéale, n'oubliez pas que vous allez donc garder les alternances positives, ça ne change pas. Mais qu'il faudra en fait du coup abaisser votre sinusoïde dans la partie passante de la tension seuil, dans ce cas précis ici, de 0,7 volts. Vous aurez donc ici un léger petit décrochement, vous ne commencerez pas exactement à t égale 0, le début de votre sinusoïde, il faut y faire très attention. D'accord?
Donc ça, c'est le principe du redressement mono-alternance. Ce que l'on va faire, c'est on va s'occuper maintenant de calculer la puissance moyenne et de voir justement quel est l'inconvénient de ce redressement et comment est-ce qu'on peut corriger ce redressement dans l'objectif final qui sera d'avoir une tension lissée. Nous allons faire ici, nous allons calculer la puissance moyenne pour notre redressement mono-alternance. Nous allons le faire dans le cas d'une diode parfaite. Donc, je rappelle la définition de la valeur moyenne pour un signal périodique, c'est 1 sur t l'intégrale de 0 à t de p de t dt. Et nous savons ici qu'en électricité, on a p de t, c'est égal à u de t fois i de t. D'accord? Je reprends le signal de tout à l'heure. J'ai u de t qui est égal à a sinus de pi f t. Alors ici, on voit qu'on va devoir raisonner avec le temps, donc je vais remplacer petit f par la période. Je vais donc avoir a sinus de 2pi sur grand T fois petit t. Ça facilitera les simplifications suivantes. Alors, il me faudrait l'expression de i, je ne l'ai pas ici, d'accord? Par contre, je sais que u c'est égal à ri, d'accord? J'ai donc i de t qui va être égal ici à u de t sur grand R. D'accord? R étant la résistance qui va subir ici le redressement mono-alternance. D'accord? Je vais donc avoir ici P de t qui va être égal à u carré de t sur grand R. U carré, c'est cette expression au carré. Je vais donc avoir du a carré sur grand R sinus carré de 2pi sur grand T fois petit t. D'accord? Je vais devoir calculer l'intégrale de ça. L'inconvénient pour calculer cette intégrale, c'est le sinus carré. Un sinus carré n'a pas de primitive toute faite. D'accord? Vous le savez peut-être, si vous devez faire une intégrale avec des puissances de sinus ou de cosinus, pour pouvoir faire la primitive, il faut linéariser. C'est ce que je vais faire maintenant. Pour linéariser, je vais utiliser une expression toute faite ici qui me dit que sinus carré θ c'est égal à 1 moins cosinus de 2θ sur 2. D'accord? Le θ ici représentant le de pi ft. D'accord? Je vais donc avoir le calcul de ma puissance moyenne qui va être égal à 1 sur grand T, l'intégrale de 0 à t de toute l'expression que j'ai ici, c'est-à-dire a carré sur r, facteur de 1 moins cosinus. Alors ici, le 2θ, ça va représenter ici notre 2 fois 2pi ft, donc je vais avoir du 4pi sur grand T fois petit t, le tout dt. Voilà. Je vais devoir m'occuper ici de faire ce calcul d'intégrale. Je vais pouvoir le simplifier parce que je sais que lors de mon redressement mono-alternance, j'ai simplement une alternance positive sur 0t sur 2. D'accord? Je vais donc simplement déjà pouvoir réduire mon calcul à l'intégrale de 0 à t sur 2 de a carré sur r, facteur de 1 moins cosinus 4pi sur grand T, t dt. Je vais donc maintenant m'occuper de calculer cette intégrale. J'aurai donc la primitive de 1 à faire, ça sera très facile. Okay, et puis en fait, on va voir ici que dans ce calcul, les cosinus vont se primitiver en sinus. On aura donc le sinus de 0 qui va faire 0. On aura ensuite le t sur 2 ici qui va venir donner du 2pi, et sinus de 4 fois 2pi, c'est égal à 0. Donc on verra en fait dans le calcul qu'il va simplement rester ici le a carré t sur 2r. Ok? Mais je vais le faire dans la suite du calcul pour que tout le monde voit bien comment on procède. Alors, nous allons continuer sur le calcul de cette intégrale ici. Je vais donc avoir ici une somme de deux éléments. Je peux donc calculer l'intégrale de cette constante et l'intégrale de ce cosinus. D'accord? Je vais donc avoir 1 sur t, intégrale de 0 à t sur 2 de a carré sur r dt, moins intégrale de 0 à t sur 2 de cosinus 4pi sur grand T, t dt. La primitive d'une constante, c'est t.
Je vais donc avoir ici 1 sur T fois A carré sur R T de 0 à grand T sur 2. Et puis ici, je vais avoir la primitive de mon sinus. C'est de la forme cosinus U ici. D'accord? Donc je devrais avoir en fait quelque chose comme étant du U' cosinus U. Donc j'ai dérivé un sinus qui a donné du U' cosinus U. Le U, c'est le 4pi sur grand T fois T. Je remarque que du coup, le U', ça serait du 4pi sur grand T. Il n'est pas présent. Donc dans la primitive, je vais le rajouter en multipliant par son inverse, c'est-à-dire du T sur 4pi. La primitive de cosinus, c'est sinus. Je vais donc avoir ici du sinus de 4pi sur grand T de T de 0 à T sur 2. Je vais donc avoir ici 1 sur T, A carré fois T sur 2R. Ensuite ici, alors je ne vais pas l'écrire, d'accord, vous ferez le calcul vous-même, mais si je fais sinus de 0, ça va faire 0. Si je remplace T par T sur 2, les grands T vont se simplifier, 4pi sur 2, ça va donner du sinus de 2pi. Sinus de 2pi, ça fait 0. Je vais donc avoir pour formule finale du A carré sur 2R, qui est donc la puissance moyenne aux bornes de la résistance pour un redressement monoalternance. Voilà. Donc j'ai présenté ce calcul ici parce qu'il n'est pas trop long à faire et peut être intéressant pour ceux qui veulent commencer à poser la question sur du coup la puissance calculée lors du redressement d'un signal alternatif. Nous allons maintenant étudier le redressement double alternance. Dans le redressement double alternance, il y a plusieurs montages qui permettent de faire ce redressement. Je vous présente ici l'un des plus couramment utilisés qui s'appelle le pont de Gretz. C'est un pont à 4 diodes qui va permettre justement de récupérer l'alternance qui nous manquait dans le redressement simple alternance ou mono-alternance. Je repars toujours d'un signal sinusoïdal de T qui va passer ensuite dans ce pont et venir alimenter ma source UR. Ce que l'on va faire, c'est comme tout à l'heure, on va regarder ce qui se passe pour des alternances positives et pour des alternances négatives. Okay ? Je rappelle que le courant ne peut pas revenir à sa source. D'accord ? Il va forcément repartir vers l'autre borne du générateur. Okay ? Ça sera important lorsqu'on arrivera dans un embranchement où le courant aura le choix entre deux diodes passantes. On verra qu'on choisira nécessairement celui qui ramène à l'autre borne du générateur. La méthode va rester exactement la même que tout à l'heure. Je me situe dans le cas d'une diode parfaite. Je ne ferai pas la diode idéale ici, simplement pour ne pas charger le raisonnement, mais la méthode restera exactement identique à celle de tout à l'heure. Je vais donc prendre dans un premier temps les alternances positives. Je vais donc avoir en bleu mon courant I qui va arriver sur le pont de diode ici. Si je choisis d'aller ici, je vois que la diode est bloquée. Je vais donc passer dans la diode passante. Ici, j'ai de nouveau une diode bloquée qui me force à passer dans la résistance UR. Je vais donc ensuite arriver ici, et justement arriver ici, ça rejoint le commentaire que j'ai fait il y a un instant. Le courant a le choix soit de revenir d'où il vient, soit de repartir vers l'autre borne du générateur. Et naturellement, le courant va choisir de rentrer vers le générateur. Dans ce cas-là, si les diodes sont parfaites ici, les diodes passantes peuvent être remplacées par des fils et j'ai donc en fait, au niveau de la résistance ici R, j'ai la tension E de T qui est exactement égale à UR. C'est-à-dire que sur une alternance positive, je vais donc avoir récupéré ici le signal E de T. Maintenant, si je prends une alternance négative, le courant va partir dans l'autre sens. J'arrive ici, je fais face à une diode bloquée ou une diode passante, je passe par la diode passante. Et ce que je remarque d'intéressant, c'est que je vois que les flèches rouges et bleues au niveau de UR sont dans le même sens, c'est-à-dire que le courant qui traverse la résistance UR ne change pas de sens pour les alternances. Ensuite, je vais continuer mon parcours ici. Je vais arriver à cet embranchement où je vais avoir le choix de repasser dans cette diode-là, mais on a vu, le courant doit revenir à l'autre borne du générateur. Je choisis donc ce passage ici. Et je vois donc, toujours pareil, mes diodes sont parfaites, donc les diodes passantes sont remplacées par des fils.
Et j'ai donc la tension au banc de la résistance R qui est égale à la tension E de T. Sur les alternances négatives, je vais donc à nouveau récupérer une alternance. D'où le nom redressement double alternance, puisque ici on voit j'ai 2 fois plus d'alternance de récupérer qu'avec le montage avec une simple diode. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire de manière assez rapide, puisqu'on a vu la méthode précédemment pour le redressement mono-alternance, nous allons calculer la puissance moyenne de ce redressement double alternance et nous pourrons ensuite faire une comparaison entre les deux. Nous allons donc maintenant nous occuper de calculer la puissance moyenne dans le cas du redressement double alternance pour un pont de Graetz. Alors j'ai rappelé du coup l'expression de UR de T avec le redressement double alternance. Nous allons faire donc un calcul mathématique. Ce que je remarque ici, en ayant rappelé ce dessin, c'est qu'en fait finalement UR de T c'est une fonction paire. Nous allons avoir une intégrale à calculer et on sait que pour une fonction paire, l'intégrale de 0 à grand T de f de t dt c'est 2 fois l'intégrale de 0 à t sur 2 de f de t dt. Je vais donc utiliser ça pour faire le calcul et gagner du temps. Alors je rappelle du coup la puissance moyenne. Donc la formule de la puissance moyenne ici, c'est 1 sur t l'intégrale de 0 à t de UR carré de t dt, le tout sur R. D'accord? À partir de là, je vais reprendre la propriété de la parité. C'est comme si en fait je faisais 2 fois l'intégrale de 0 à t, de 0 à t sur 2, de UR carré de t dt, le tout sur R. L'expression de UR carré, je l'ai, c'est celle du signal de E de t. Je vais donc avoir ma puissance moyenne qui va être égale à 2 fois sur t l'intégrale de 0 à t sur 2 de a carré sinus carré de pi sur grand T petit t dt, le tout sur R. Je remarque donc que j'ai exactement la même intégrale que tout à l'heure. D'accord? La seule différence, c'est que devant, à la place d'avoir du 1 sur t, j'ai du 2 sur t. D'accord? Je vais donc avoir ma puissance moyenne qui va donc être le double de ce que j'avais tout à l'heure. D'accord? Donc je vais avoir ici la puissance moyenne qui va être égale à a carré sur R. Voilà. Donc on constate qu'avec le redressement par double alternance, la puissance moyenne ici est le double de celle fournie par le redressement simple alternance. Voilà. Donc ça, c'est un résultat intéressant à retenir. Alors, nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire le lissage d'une tension alternative. Je reprends le pont de Graetz de tout à l'heure. Le schéma est identique, sauf que en plus j'ai rajouté en parallèle avec la résistance UR, j'ai rajouté un condensateur de capacité C. Donc un condensateur, c'est un composant qui a la possibilité de se charger, de se décharger, c'est-à-dire accumuler des charges pour les restituer ensuite. Bon, c'est un composant qui va voir du coup sa tension augmenter lorsque du coup la tension au banc du générateur augmente et qui va donc se décharger lorsque la tension E de T diminue. Donc on va regarder justement ce qui se passe pour ce composant-là selon les différentes alternances que j'ai là. D'accord? Alors, on remarque qu'à chaque fois, du coup, le sens du courant est le même pour la résistance. D'accord? Ça, c'est important aussi. Je vais donc avoir mon condensateur sur l'alternance positive ici, d'accord, qui va avoir tendance à se charger jusqu'au maximum ici. Puis, une fois que la tension ici va commencer à redescendre, le condensateur va avoir tendance à se décharger. D'accord? Si je choisis une capacité suffisamment forte pour le condensateur comme un réservoir, plus je l'ai rempli, plus il mettra du temps à se vider. D'accord? Donc si j'ai une capacité forte, j'ai un fort remplissage, donc le condensateur mettra aussi plus de temps à se vider. C'est-à-dire que si j'ai un condensateur avec une capacité très forte, je peux me débrouiller à avoir un temps de décharge qui sera très très long. Ok? Une fois que j'arrive sur une alternance positive, le condensateur va se recharger et ainsi de suite. On voit du coup finalement un phénomène de lissage qui va se mettre en place. C'est-à-dire que si je reproduis maintenant ce que l'on avait précédemment
sans le condensateur. Je vais remettre en bleu, je remets ça proprement ici. Donc je vais remettre en bleu ce que j'avais au niveau de la résistance. D'accord? Et grâce au condensateur qui va se charger et se décharger, je vais donc avoir en fait, la tension monte, le condensateur se décharge, ça remonte, ça se redécharge, ça remonte, ça se redécharge. Si je prends une capacité grande pour mon condensateur, je peux quasiment lisser la tension et avoir une tension qui sera quasiment continue. Donc c'est l'un des intérêts principaux de ce montage, redressement double alternance avec condensateur, c'est de passer d'une tension alternative à une tension continue. D'accord ? On peut éventuellement coupler ce montage avec des transformateurs de tension pour justement abaisser ou relever la tension en amont du circuit ou en aval. Voilà, donc c'est terminé pour les applications sur les diodes. La prochaine partie va traiter des diodes Zener. Alors donc ici j'ai constitué sur le logiciel LTspice la simulation du pont de Gretz. J'ai choisi un générateur de tension de 12 volts avec une fréquence de 50 Hz sur lequel je branche une charge de 400 ohms. Donc là j'ai représenté le pont de diode qui s'appelle aussi le pont de Gretz. J'ai bien pris soin de positionner ma masse ici afin d'avoir une mesure correcte au niveau de la source, au niveau de la résistance R1. Donc une fois que je fais la mesure, je lance la simulation, et voilà. Donc là, ici, on remarque justement typiquement ce que j'ai expliqué au tableau tout à l'heure, c'est-à-dire que l'alternance négative est passée en alternance positive. Alors dans cette partie du circuit, maintenant, on remarque que j'ai rajouté un condensateur. Ici, je vais rechanger la capacité du condensateur. Donc le condensateur va se charger sur les alternances montantes et se décharger sur les alternances descendantes. Dans un premier temps, je vais prendre un condensateur de 100 nanofarad, dont j'aurai un temps de décharge assez rapide puisque j'aurai une capacité ici relativement minime. Je lance la simulation. Pour l'instant, on ne remarque rien. Le condensateur se déchargeant tellement vite, on garde le redressement comme tout à l'heure. Maintenant, je vais augmenter la capacité du condensateur d'un facteur 100. J'arrive donc à 0,1 microfarad. Et là, on commence déjà à voir justement la décharge du condensateur. Donc cette fois-ci, on n'a plus le temps d'atteindre les 0 volts avant de remonter sur une alternance croissante. Donc on remarque que là, on commence à lisser le condensateur, le signal. Je vais passer maintenant sur une capacité de condensateur d'1 microfarad. Je relance la simulation et voilà. Là, on remarque qu'on a un signal qui est relativement bien lissé. On pourra encore jouer justement sur la capacité du condensateur pour augmenter encore la constante de temps.